Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actualité, on fera le tour avec Frédéric Gomez, comme d'habitude, des dossiers chauds. On parlera d'Abivax, de Galapagos et de son nouveau nom, et aussi de tout ce qu'il faut savoir sur les évolutions autour du GLP-1. L'entretien est lui consacré à Fred Chéreau, le nouveau directeur général de Sensorion, qui nous répondra depuis Boston. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et c'est avec grand plaisir qu'on retrouve pour notre point d'actualité Frédéric Gomez, analyste biotech chez Pharmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Bon, le premier dossier qu'on avait envie d'ouvrir sur le plateau du Journal des Biotech, c'était celui d'Abivax, avec une réaction de marché assez violente, puis corrigée dans les séances qui ont suivi. Qu'est-ce qui a causé ça ? Des résultats d'une étude de maintenance sur obefazimod, étude de maintenance de 44 semaines, des taux de rémission qui sont bons, sauf que sur la dose la plus élevée, 50 mg, on a des cas de cancer qui se sont manifestés, cancer de la prostate, cancer du sein et un cas de dysplasie colique. Selon le groupe, ça n'a rien à voir avec l'étude. Le marché a d'abord considérer que quand même il y avait de quoi s'inquiéter avant de se reprendre dans les séances qui ont suivi et de considérer. Et d'ailleurs, un certain nombre d'analystes ont également réaffirmé leur confiance dans le dossier. Moi, j'avais envie d'avoir votre vision sur ce sujet. Alors, on va se focaliser sur la safety. C'est vrai qu'il y a l'efficacité en induction, elle a été démontrée. Donc généralement, c'est rare quand ça marche en induction et ça ne marche pas en maintenance. Donc l'effet qu'on a observé en induction... Donc on confirmait les bons résultats. Donc sur l'efficacité, il n'y a pas eu de surprise majeure et tout était attendu. Donc là, on a plutôt une clean sheet qui est normale. Il y a eu ce signal, cette alerte sur la safety. Et pourquoi les marchés ont surréagi, c'est que toute l'histoire qui est construite autour d'OB et d'Abivax, elle repose quand même, on l'a vu depuis maintenant 6 à 7 mois, ça repose sur une thèse du M&A. Oui. Puisque les marchés parient sur le fait qu'il y a une acquisition en bon français par une grosse société. Ouais. Et les marchés, les investisseurs parient sur le fait que Abivax n'ira pas toute seule à la conquête du marché US. Et on y reviendra pour plusieurs raisons. Plusieurs fois démenti, voilà, mais en tout cas plusieurs fois réaffirmé aussi. Alors, parce qu'ils mettent les mesures en place avec le recrutement, ils ont déjà annoncé qu'ils dépenseraient beaucoup l'année prochaine pour cette force de vente, mais il y a une opinion parmi les acteurs, c'est qu'ils n'iront pas tout seuls. Donc la thèse du M&A, pour être valide, il fallait bien évidemment que le produit marche bien, mais qu'il y ait une safety qui soit clean, parce que à l'opposé d'OB, il y a une classe de médicaments que sont les JAK inhibiteurs, et notamment une molécule qui est le Rinvoq, d'AbbVie, qui est une molécule orale. Et c'est vrai que le problème du Rinvoq, c'est qu'il a ce qu'on appelle une boîte noire, un black box warning aux US, avec un risque de problème cardiaque. On appelle le black box warning, c'est qu'il y a vraiment sur la notice, en gros, effet secondaire potentiellement grave. C'est potentiellement ça, très grave, donc très grave. Qui peut limiter ou qui peut réfréner certains patients et certains cliniciens de prescrire le médicament. Et il y a donc un risque cardiaque et il y a aussi un risque de cancer. Donc, l'opinion jusqu'à présent, c'était de se dire, même s'il y avait eu des commentaires faits notamment par avis sur la safety d'anciennes études d'OB qui n'étaient pas forcément, tout n'était pas tout clean, mais le consensus c'était, pour que OB soit un succès commercial, il faut que la safety soit vraiment différenciante, en plus de l'efficacité, soit différenciante de celle du Rinvoq. Et là, patatras, puisqu'au final, on se rend compte qu'il y a eu quelques cas de cancer. Alors initialement, la société a été capable d'expliquer un peu ceci. Mais c'est vrai que la clarification n'est pas totale. On a aussi un cas de mélanome. Alors, ils ont expliqué qu'il y avait un souci sur les traitements médicaux qui avaient été pris, sur des thiopurines qui auraient pu provoquer ça, qu'ils avaient analysé les datas entre la prise du médicament et le diagnostic du cancer. Mais c'est vrai que ce signal a jeté un voile sur le profil du produit. Et surtout qu'on sait qu'aux US, la FDA ne rigole pas avec ça. Dès qu'elle voit le moindre cas, elle a tendance à ouvrir le parapluie pour se protéger. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup spéculé, est-ce qu'il y aurait, dans le cadre du processus réglementaire, puisque la société va déposer au 4e trimestre cette année son dossier d'AMM. Donc c'est très bientôt. Donc très bientôt pour les 2 doses. Et dans le cadre, généralement, la FDA peut demander ce qu'on appelle un panel d'experts, un advisory committee, où il y a quelques points qui sont mentionnés à l'agenda et qui sont portés à l'opinion de ces experts. Ces experts font voter. La FDA peut ou ne pas suivre les recommandations de ce panel d'experts, mais la question s'est posée, c'est est-ce qu'il y aura un panel d'experts
qui sera sollicité par la FDA. Et puis l'autre cas, qui est le cas pire pour OB, ce serait qu'on se retrouve aussi avec cette limitation sur le label, le black box warning. Donc pour le moment, il est encore un peu trop tôt pour dire ce qui va se passer. On peut faire confiance dans la société pour tenter de justifier que les cas de cancer ne sont pas liés aux produits en lui-même. Voilà. Mais c'est vrai que tout ça a jeté un voile et la réaction, elle était totalement légitime, puisque si une partie de la thèse, c'est de se dire la safety est clean, et tout d'un coup on a des signaux qui sont difficiles que à c'est interpréter. peut-être pas aussi simple que ça. Et une fois de plus, sur une agence qui est quand même assez à cheval là-dessus, et très, très prudente, dès qu'elle voit quelques cas, elle a tendance vraiment à faire extrêmement attention. Donc c'est vrai que ça a provoqué la baisse du titre. Et puis même dans la thèse du M&A, il n'y a pas que la FDA qui est super précautionneuse avec ça. Une big pharma, si elle voit des cas de cancer, elle va se dire, moi je reste en retrait. Donc quelque part, la baisse, elle était, selon moi, totalement justifiée. Sachant qu'il y avait un autre catalyste qui pouvait expliquer la baisse, c'était les datas d'Ancrone, on prend 6 mois. C'est-à-dire qu'on attendait les datas de la phase 2 d'Ancrone à la fin de l'année, et puis maintenant c'est reporté mi-2027. Donc en final, on a eu la conjonction de deux infos négatives qui ont été perçues en tant que telles, dans un premier temps par les acteurs, qui ont entraîné le cours de 110 à 65. Depuis, on a repris du poil de la bête parce qu'il y a eu quelques justifications, quelques explications qui ont été données par les sociétés. Maintenant, une fois de plus, le juge de paix, in fine, ce sera ce que va en penser la FDA, les experts de la FDA. Et parfois, on a des mauvaises surprises par rapport à ce que les investisseurs qui ont tendance à avoir toujours un biais relativement positif, c'est humain, on veut y croire, donc on a tendance à avoir un biais positif, et des fois, il y a une discordance entre l'opinion des investisseurs, des analystes qui pensent que de l'agence réglementaire. Et l'agence réglementaire. Et donc ça, c'est quand, grosso modo fourchette? Ah non, là ce sera l'année prochaine, il faut attendre qu'ils se mettent, et on n'aura pas, d'opinion ou d'information avant au moins mi-2027. Maintenant, ça va être un serpent de mer. Il y a aussi une chose qu'il faut avoir à l'esprit sur ce dossier-là, parce qu'on a tendance à pas le mettre en exergue, mais oui, il y a l'approche clinique et les critères cliniques, mais en fait, il y a une chose quand même ultra importante à savoir, c'est que quand vous parlez aux patients et aux médecins, il y a 2 choses qui sont ultra importantes. La première, bien évidemment, c'est qu'il n'y ait plus de sang dans les selles, ça c'est évident, mais les patients sont très sensibles à la rapidité d'action du médicament. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'à partir du moment où vous commencez le traitement, il faut du sang dans les selles, mais surtout, c'est la fréquence des selles. Ouais. Et il y a une chose, moi j'avais interviewé la société là-dessus, parce qu'il y a un score qui est le Stool Frequency Score, le score de fréquence des selles. Oui. Et en fait, vous vous rendez compte que quand vous utilisez Rinvoq, il y a des patients qui, en 24 heures, ont un score de 0 ou 1, c'est-à-dire 0 ou 1 selle par jour. Ouais. La société m'a dit qu'il fallait 5 à 6 jours. Donc la rapidité d'action est en faveur de Rinvoq, parce que le mécanisme d'action n'est pas le même. Mais je pense qu'il faut aussi l'avoir à l'esprit sur le plan commercial, parce que la vie de ces patients-là, elle est quand même très particulière. Sur l'efficacité du traitement. Et la rapidité d'action est un critère qui peut rentrer en ligne de compte. Et sur ce critère, il semblerait qu'OB soit moins performant que Rinvoq, le JAK. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une vision globale de ce projet, l'efficacité, la safety, comment la safety va jouer, et 2-3 autres critères qui ne sont pas le critère primaire officiellement d'études cliniques, mais parce que l'environnement concurrentiel, il est là. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est qu'Abivax ne sera pas tout seul. Il y a déjà une formulation orale. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a Johnson & Johnson qui a eu une AMM en mars de cette année avec un anti-L23 oral dans le psoriasis. Et l'an dernier, ils avaient sorti des datas de phase 2B qui étaient très bonnes dans la rectocolite. Donc, le produit, OB a au moins 2 ans d'avance sur cet oral-là. Il est attendu, mais il n'est pas tout seul. Mais voilà, c'est-à-dire que l'environnement concurrentiel des médicaments oraux dans la rectocolite, dans 4-5 ans, il pourrait y avoir plusieurs acteurs. Donc, d'où l'importance pour Abivax de bien discuter avec la FDA ce signal au niveau du cancer, parce que la situation pourrait être plus compliquée qu'on l'espérait il y a encore quelques mois. Bon, espérons que les discussions soient fructueuses. Et puis, en tout cas, on va parler du deuxième dossier. Ne l'appelez plus Galapagos, appelez-le Lakefront Biotherapeutics. Ça, c'est la deuxième biotech que vous souhaitiez aborder. Et justement, parce que quelque part, il y a aussi des points communs avec Abivax. Alors, il y a des points communs, pourquoi ? Parce que les deux ont eu des valorisations importantes. Il y a quelques années, Galapagos était une des stars. Une des stars en Europe. Il fallait avoir du Galapagos dans son portefeuille. Tout le monde ne jurait que par Galapagos. Il y avait Gilead, ils avaient plein d'argent.
Et puis, ils avaient un médicament qui était le fer de lance dans la thèse d'investissement de Galapagos. La chose qu'ils mettaient en avant, principalement, c'était le filgotinib, un JAK, donc qui est aussi de la même classe que le Rinvoq d'AbbVie, mais qui a été approuvé dans la rectocolite hémorragique. Alors, on y revient toujours. On y revient toujours. Et c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves qui avaient été mis dans cette molécule. C'est pour ça que la société avait atteint une telle valorisation. Et ça nous fait penser à notre dossier français. Oui. Et puis, malheureusement, plus dur a été la chute. Bon, comparaison n'est pas raison, on va le dire. Alors voilà. Et j'espère que ce ne sera pas le même destin pour Abivax que ce qu'on a vu sur Galapagos. Mais c'est vrai qu'il faut toujours bien avoir à l'esprit les histoires qui ne se finissent pas très bien. Et Galapagos a connu un parcours qui a été chaotique parce qu'on est passé d'une superstar à une société qui valait quasiment plus que le cash. Et grâce à Gilead, ils avaient beaucoup de cash, heureusement pour eux, puisque le filgotinib, ils l'ont vendu à Alpha Sigma pour 50 millions et le produit, ils avaient des ventes de 100 millions en Europe. Donc c'était un échec total. Et le problème de cette société, c'est qu'il faut se relever, il faut réécrire l'histoire. Et le souci qu'a eu Galapagos, c'est qu'on a changé les hommes. Généralement, c'est ce qu'on fait. On change le nom, alors ça vient plus ou moins rapidement, mais ils l'ont fait relativement récemment. Ils auraient pu faire ça beaucoup plus tôt. Et ils étaient partis sur une voie, la thérapie cellulaire. Donc, ils avaient, grâce à tout leur argent, acheté une société, CellPoint, pour un peu plus de 120 millions d'euros, où ils avaient acquis un CAR-T CD19. En parallèle, ils ont eu un CAR-T BCMA, donc dans les lymphomes non hodgkiniens et puis dans le milieu multiple. Et puis, cette CAR-T n'a pas payé. Donc, ils se sont plantés. Et là, je pense que c'est la dernière cartouche pour Galapagos. Ils ont décidé... Pour l'Ekfront, vous voulez dire? Voilà. Pour l'Ekfront, ils ont décidé d'arrêter les frais en oncologie parce que c'était une mauvaise option. Et ils ont fait un deal avec leur partenaire de toujours, quasiment Gilead, en rachetant une société qui s'appelle Uromedicine. Et là, ils reviennent sur les maladies inflammatoires auto-immunes, donc sur quelque chose qu'ils avaient déjà touché un peu du doigt avec la rectocolite et la polyarthrite rhumatoïde. Et là, ils ont pris un bispécifique. Donc le cours est au plus bas depuis 5 ans, parce que depuis 5 ans, c'est un carnage. Maintenant, ça fait un peu plus de sens pour une société de cette taille d'aller sur ce genre de marché. Parce que on a des disséminations d'orphelines, on sait que les phases 2, les phases 3, on peut avoir une preuve de concept qui est plus rapide. Les études coûtent un peu moins cher que quand même en oncologie et dans les CAR-T. Il n'y a pas le problème de manufacturing qu'on a avec les CAR-T. Donc là, j'ai le sentiment que c'est la dernière cartouche. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Uromedicine, qui était une société privée US, en fait, avait été créée autour d'un actif qui est un actif qui vient d'une société chinoise Kemed, qu'on a eu l'occasion d'évoquer il y a quelques temps. Donc c'est la science chinoise, une molécule chinoise maintenant entre les mains à la fois de Gilead et de Galapagos. Ils ont une option sur 3 molécules précliniques en plus. Mais là, c'est vraiment la dernière cartouche possible pour Galapagos. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce matin, ils ont annoncé un programme de rachat d'actions, puisqu'ils ont une petite poche de 150 millions de dollars pour redistribuer aux actionnaires. J'ai jamais vu ça dans une biotech. Voilà, ils ont tellement d'argent. Mais maintenant, Galapagos, en fait, là, maintenant, ça passe ou ça casse. On est au plus bas. L'actif me semble intéressant, bon. Et cette fois-ci, autant on pouvait critiquer le choix de la thérapie cellulaire, stratégique, autant l'option qu'ils ont retenue là me semble faire du sens. Il faut souhaiter pour eux que cette fois-ci ce soit la bonne, sinon ils ont, à mon sens, du mal à s'en remettre. Bon, on fera malgré le changement de nom. Malgré le changement de nom. Et on fera un suivi de ce dossier ex-Galapagos, nouveau Lakefront Biotherapeutics. Et j'avais envie de finir sur les GLP-1. On aime bien prendre le pouls de ce marché, toujours très dynamique. J'ai l'impression qu'il y a des annonces tous les jours et c'est parfois difficile de s'y retrouver. Qu'est-ce qu'il faut avoir bien en tête aujourd'hui sur ce marché quand on est investisseur individuel? Alors là, ça a été particulièrement chargé parce qu'on sort de la grande messe. Donc il y a le congrès de l'ADA, qui est la Société savante américaine de diabétologie. Alors on ne sait plus trop d'ailleurs si c'est du diabète ou de l'obésité, parce qu'en fait c'est censé être du diabète et maintenant... Et c'est de plus en plus de l'obésité. Voilà, tout le monde est focus sur l'obésité, donc le congrès a eu lieu la semaine dernière. Donc il y a eu plein d'annonces qui ont été faites. Tous les grands labos impliqués dans cette thématique ont fait leur petite communication scientifique avec différents résultats en fonction de la performance de leur pipeline. Ce qu'il est intéressant d'observer, parce que c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent, mais il y a vraiment 2 tendances et je pense que ce qui va être fascinant, ça va être de voir la segmentation du marché dans les prochaines années. Puisque pour le moment, c'était un marché que d'injectables et avec un duopole de molécules... Deux labos et 2 approches. Et ce qui était intéressant, c'était que initialement, c'était le GLP-1.
Puis après, on a vu GLP-1, GIP avec Lilly. On a commencé à faire des combos. Oui. Voilà. Et maintenant, Lilly a sorti une trithérapie. Je ne sais pas si on veut ça une tri, mais maintenant, c'est GLP-1, GIP et GCG. Ouais. Donc, on arrive en fait à cibler, à avoir un mécanisme d'action qui est un peu plus structuré, un peu plus complexe. Avec quoi pour objectif, Frédéric, pardon, je vous coupe, de préserver un peu mieux la masse musculaire? Non, pour le moment, l'objectif, c'est d'être encore plus efficace dans leur perte de poids. Ah, c'est toujours ça. Donc, on reste sur ce critère. Voilà. Alors, c'est ce qu'on avait observé, parce que le tirzépatide, le Zepbound de Lilly est plus performant en perte de poids que le Wegovy normal, puisque ce n'est pas uniquement le GLP-1 qu'on cible, c'est le GLP-1 et GIP. Donc là, on a vu encore une amélioration de la perte de poids. Et c'est vrai qu'on a dit que Lilly a été un peu la superstar de ce congrès, même si les datas de Reta, on les avait déjà plus ou moins à l'avance. Donc ça a juste été la confirmation. On a l'impression qu'ils se sont imposés, en tout cas dans le match contre Novo Nordisk. Hein. Alors, tout dépend de cette segmentation. C'est-à-dire que sur les injectables, la question que l'investisseur doit se poser, c'est est-ce que je fais le pari plutôt des ou trithérapie? Oui. Est-ce que je fais le pari de nouvelles formulations avec l'amyline ou autre? Oui. Ou est-ce que je fais le pari des libérations au retard prolongé? Puisqu'il y a Pfizer qui a une formulation qui devrait commencer maintenant la phase 3, mais ils font l'apologie au final d'une formulation, une injection mensuelle de GLP-1. D'accord. Donc la question sur l'injectable, c'est est-ce que vous pariez sur les tri, de nouveaux mécanismes d'action ou des libérations prolongées. Et puis à côté de ça, il y a le marché des oraux. Et je me dis que là, quand même, pour tous ceux qui n'aiment pas les aiguilles, et ils sont nombreux, ce serait quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Alors, c'est beaucoup plus simple parce que, oui, il y a la phobie des aiguilles, mais après la question, en termes de segmentation, c'est est-ce qu'on va laisser les injectables sur les patients qui ont des gros BMI, qui ont des poids supérieurs à 110, 120 kg, des BMI supérieurs à 40, c'est ce qui semble être le cas. Parce que le Reta, on a une perte de poids autour de 28%, donc perdre quasiment un tiers de son poids, c'est pas neutre sur l'appareil musculo-squelettique. Donc la question de la segmentation, c'est est-ce que les formulations orales, au final, vont peut-être être plus sur les formes légères, ou parce que les gens peuvent se le payer ou pas. Donc ce qui est intéressant, c'est Frédéric, j'ai l'impression que les pertes de poids sur les formulations orales sont un peu moindres, hein, c'est ça? Ah oui, puisque elles sont moins efficaces. C'est-à-dire que l'oral est moins efficace que l'injectable, parce que l'injectable, on est directement dans la circulation et ça va. Exactement. Et ça atteint sa cible. Et puis l'oral, le souci de l'oral, c'est qu'en fait, vous êtes obligé de mettre beaucoup plus de principes actifs. Puisqu'une protéine, dès que vous ingérez une protéine, elle va dégrader au niveau du tube digestif. Donc en fait, il y a des systèmes de coating pour préserver. Et le meilleur exemple au final, c'est que si vous reprenez le Wegovy injectable, c'est 2,4 mg. La formulation orale, c'est 25 mg. Donc il y a 10 fois plus de produits pour un effet qui est moindre. Mais il va être intéressant de voir cette segmentation. Et puis si on fait un petit focus sur l'oral, puisque maintenant, à la fois Novo et Lilly ont lancé leur formulation orale aux US, on se rend compte que pour le moment, Lilly est loin derrière et que Novo réalise un lancement qui est bon, voire bien, très bon, et que ce qu'on a observé sur l'injectable avec une prise de leadership par Lilly, pour le moment, Lilly n'y arrive pas. Et est-ce que Lilly va y arriver un jour ou l'autre? C'est la question. Mais donc la bataille se déplace. La bataille de l'injectable, Novo l'a perdue. Oui. Et il faudra voir, puisque eux aussi ont leur triple thérapie. Triple combo. Qui pour le moment donnait pour moi des résultats meilleurs, mais c'était une molécule chinoise, donc qui a été fait sur des patients chinois. Donc on peut dire, est-ce que les patients chinois et les patients US, sur le plan métabolique, c'est totalement identique? Il y a une question qui peut se poser, mais Novo a sa trithérapie. Alors oui, ils ont 2 ans de retard sur Lilly, mais qu'est-ce que c'est que 2 ans vu la taille du marché? Maintenant, sur les injectables, Lilly a gagné le match pour le moment. Sur les formes orales, c'est Novo qui pour le moment gagne le lancement. À voir ce qui se lancera dans 6 mois, dans 1 an, mais pour le moment, c'est Novo qui est largement devant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que les analystes ont tendance à... Le consensus a été revu à la baisse sur Lilly. Quasiment, moi j'ai les préceptions hebdomadaires, donc je vois comment ça bouge, et c'est marrant de voir le consensus qui quasiment, des fois, 2 semaines consécutives, il y a certains analystes qui revoient à la baisse leurs estimations sur Lilly, sur le Q2, parce qu'ils voient bien que les chiffres stagnent, donc quand c'est flat, on ne peut pas maintenir des chiffres élevés, mais au début d'année, le consensus, en avril, le consensus était encore à 1,6 milliard cette année sur Fondaio, maintenant le consensus, il est passé à 1,2 milliard, donc on a coupé le consensus de 25%. Alors rapporté à 80 milliards, 400 millions de moins, c'est pas grand-chose. Mais quand vous coupez le consensus de 25%, il y a plein de molécules où l'action réagit négativement. Donc, et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans cette famille des glyprons, puisque la molécule orale de Lilly, c'est l'orforglipron,
Dans cette famille des Glipron, il y a AstraZeneca qui a annoncé qu'ils allaient commencer leur phase 3 en fin d'année. Ouais. Il y a Structure Therapeutics qui a également annoncé qu'ils feraient leur phase 3 en fin d'année. Donc sur cette approche, Lilly n'est pas tout seul. Il y a aussi des sociétés qui poussent. Alors, les résultats annoncés par Astra sont inférieurs. Parce qu'on était à 36 semaines, on avait une baisse de poids de 11,8%, alors que Lilly, on est à 14,7%. Et Structure, on est à 14,4%. Donc les molécules de Structure et de Lilly, a priori, se valent pour le moment. Et puis il faut oublier qu'il y a la biotech chinoise Ascletis, qui a aussi une molécule identique. Ça va être embouteillé. Donc ça va être embouteillé sur les formulations orales. Après, la grosse question, c'est... On pensait que les formulations orales, comme elles sont moins performantes et efficaces que les injectables, ce serait 25-30% du marché. Maintenant, on voit, est-ce que ce ne serait pas 40% du marché et 60% pour les injectables. Donc, c'est cette segmentation qui va être important. Ça va être important d'affiner tout ça dans les prochains trimestres. Question rapide pour finir, Frédéric. Il y avait aussi quand même tout l'après, j'ai envie de dire, du débat diabète-obésité sur est-ce que les GLP, en tout cas toute cette classe de médicaments, n'avaient pas aussi, à long terme, des effets sur le cardio, voire même sur certaines maladies neurologiques, en se disant, finalement, en prévention, peut-être que ce serait aussi quelque chose d'intéressant. Et vous m'aviez dit à l'époque, attention, parce que à voir, mais ça demandera des grosses études assez chères. Où est-ce qu'on est là-dessus? Est-ce que pour le moment, on attend de voir, ou est-ce que le coup d'après est aussi en train de se préparer? Alors, ils se préparent, les deux monstres travaillent pour montrer l'intérêt et la pertinence d'utiliser ces molécules à la fois dans la fonction cardiaque, mais aussi la fonction rénale. Maintenant, on sait que tous ces blocs d'organes sont liés. C'est-à-dire que si vous perdez du poids, le cœur va moins travailler, donc il y aura un effet cardiovasculaire sur la tension et les risques associés. Et on sait aussi que le rein interagit avec ces organes-là dans une certaine forme de régulation. Donc si vous améliorez un paramètre, forcément, ça aura une conséquence sur les autres. Donc on voit aussi, il est clair que si vous réduisez le poids et que l'obésité diminue, la qualité de sommeil ne va pas être la même, les apnées de sommeil vont aussi s'améliorer. Donc on sait que Lilly travaille aussi sur l'apnée du sommeil. Donc il y a tous ces blocs, et c'est vrai que même là, Novo a tendance à quitter, et c'est vrai que où Lilly pour le moment a gagné la bataille, c'est que Lilly a très vite compris que ce n'était pas uniquement spécialisé sur l'obésité et en faire un thème ultra médical de l'obésité. Lilly avait compris qu'il fallait partir sur un peu la qualité de vie, améliorer la qualité de vie et la prise en charge des patients en général. Novo a compris avec un an de retard que c'est ce qu'il devait faire, mais maintenant ils sont aussi embarqués dans cette voie. Et on peut penser que le bénéfice de ces molécules-là, alors il faut démontrer avec des longues études, ça peut être rétrospectif ou pas, et ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ces thérapies sont quand même des vraies révolutions thérapeutiques. Donc je pense qu'on n'a pas encore tout trouvé. On n'a pas écrit toute l'histoire. Non, tout écrit. Bon, eh bien vous reviendrez en parler avec nous pour un prochain point d'actu. Merci beaucoup Frédéric. Merci Laurent. Tout de suite, dans le journal des biotech, c'est l'entretien. Et je retrouve pour l'entretien Fred Chéreau, directeur général de Sensorion, avec nous depuis Boston. Bonjour Fred. Bonjour Laurent. Bon, vous êtes directeur général de Sensorion depuis le 1er juin. J'avais envie de commencer tout simplement par un mot sur votre parcours et votre motivation à rejoindre Sensorion pour les investisseurs qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors mon parcours, j'ai commencé dans l'industrie médicale à la fin des années 90. J'ai eu donc un peu plus de 25 ans d'expérience dans la pharma et les biotech. Et principalement aux États-Unis, en fait, j'ai eu la chance, après avoir commencé en 1999 chez Genzyme, en France, qu'ils me proposent de les rejoindre aux États-Unis, à Boston, en 2005. Après une dizaine d'années chez Genzyme, j'ai repris une société privée à Cambridge, techniquement, côté de Boston, qui s'appelait Pervasis, qui a ensuite été rachetée par Shire en 2012. Et quelques années plus tard, en 2015, j'ai fondé la société Logic Biotherapeutics from scratch, que nous avons amené donc d'une idée, ensuite au Nasdaq en 2018, et qui a finalement été acquise par Alexion, AstraZeneca Rare Disease, en 2022. AstraZeneca m'a demandé de rester. J'ai occupé les fonctions de Senior Vice President pour la stratégie et le business développement pour les maladies rares. Voilà. Donc, pour peut-être synthétiser, je veux dire, la médecine régénérative, les thérapies géniques, thérapies cellulaires et les maladies rares sont deux thématiques qui m'accompagnent depuis le début de ma carrière. Et ma motivation, je crois que c'était votre question. Exact.
Une des premières motivations, c'était qu'après être parti depuis tant d'années aux États-Unis, revenir et aider une société française, je trouvais ça intéressant. Oui. Ensuite, je pense que Sensorion, que je connais depuis très longtemps et que j'ai toujours suivi, est une société qui a le potentiel de devenir un véritable champion des troubles de l'audition. En tous les cas, c'est l'ambition que je me fixe pour l'entreprise. Je suis rentré il y a quelques jours, vous l'avez dit, le 1er juin. Mhm. Depuis, j'ai été impressionné par la connaissance accumulée ces dernières années dans le domaine médical, de la perte auditive, mais aussi dans la modalité, la thérapie génique, Mhm. pour pouvoir l'adresser. Bon, une solide expérience, grand savoir-faire, vous l'avez dit, sur les thématiques qui sont au cœur du métier, de l'activité de Sensorion. Vous êtes en place depuis très peu de temps et d'emblée, vous annoncez un basculement stratégique, on peut le dire, majeur pour Sensorion, l'arrêt de l'actif le plus avancé, on parle de Sens 501 dans la déficience en autoferline, pour focaliser vos efforts sur Sens 601. Forcément, Fred, je suis obligé de vous demander la logique stratégique derrière ce basculement. Voilà, c'est jamais facile d'arrêter une étude pour quelque raison qu'elle soit. Mm. Et là, je pense que c'était encore plus difficile puisque d'un point de vue clinique, les données obtenues dans l'étude qui s'appelle Audiogène Oui. étaient très encourageantes. En revanche, il faut toujours tenir en compte l'environnement. Et comme vous l'avez peut-être vu en avril, il y a quelques mois, aux États-Unis, le produit de Regeneron, qui s'appelle Otarmeni, qui est dans la même indication, avec la même type de modalité, même type de technologie, a démontré une efficacité clinique significative ou enfin, suffisante, en tous les Mhm, cas, mhm. pour être approuvé aux États-Unis. Donc, quand on s'adresse à une maladie rare, je pense que la compétition est toujours quelque chose d'intéressant. En revanche, dans l'indication à laquelle on s'intéressait, il y a vraiment très peu de patients. Ensuite, Regeneron a fixé un prix qui est très très bas, puisqu'ils Mhm. se sont engagés auprès du gouvernement américain à donner le produit gratuitement aux patients américains. D'accord. Euh, et donc, en concertation avec le board, nos partenaires scientifiques comme Pasteur, l'hôpital Necker à la PHP, on a trouvé que c'était peut-être pas la meilleure façon de continuer nos investissements Mhm. enfin, à travers ce programme, puisqu'il ne pouvait ne pas être créateur de valeur, je Ouais. dirais. C'est- Donc, ça arrive de temps en temps. C'est effectivement une logique économique et business qui ouais. nous a poussé à prendre cette décision qui, je pense, est très rationnelle. J'en profite d'ailleurs pour remercier les patients, les familles, tous les gens qui ont participé à Audiogène, les investigateurs dans les centres cliniques. Je pense que tout le monde a effectué un travail formidable et on s'engage à continuer et à fermer l'étude comme elle se doit, c'est-à-dire de suivre Mhm. les patients pendant plusieurs années. Co- co- Ceci étant, ouais. je veux dire, tout ce travail et n'est pas perdu. Mhm. Sensarion a démontré sa capacité à développer un produit de thérapie génique. C'est jamais facile. Mhm. Peu de sociétés l'ont fait avant elle. Et à développer un environnement clinique et scientifique euh, significatif qu'on va pouvoir utiliser maintenant pour accélérer le développement de Sens 601. Bon. Et c'est pour ça qu'on reste tout à fait confiant et enthousiaste sur la conduite de l'étude qui s'appelle IRCONEX. Bon, justement, il faut qu'on parle de Sens 601. Quand je vous écoute, Fred, on comprend bien qu'a priori, voilà, c'était un cas de winner takes all, où on pense que finalement le traitement qui était sur le marché prenait tout le potentiel commercial qu'il y avait sur cette indication. On pourrait aussi se dire, quand on est investisseur individuel, tiens, il est en train de lâcher la proie pour l'ombre, comme le dit le dicton, sur le plan scientifique et puis aussi un petit peu commercial. Quel est aujourd'hui finalement l'élément de preuve le plus fort qui vous rend confiant sur le potentiel de 100-600? Il va falloir nous parler de l'indication et à la fois du potentiel de cet actif. Voilà, je suis pas sûr qu'on lâche la proie pour l'ombre. Vous savez, notre industrie, c'est toujours risqué. Et ce qui est Ouais. important, c'est de prendre les bonnes décisions stratégiques Mm. en fonction des données qu'on est capable d'accumuler et de l'environnement, bien entendu, parce que toujours il existe un peu de compétition. Mm. Euh, la, la, la- Déjà sur L'étude, 100-600, voilà, nous expliquer 100-600 et aussi alors, son indication sur GJB2 pour le coup. voilà. Alors 601, ça s'adresse à une autre maladie Oui.
qui est liée à la mutation d'un gène qui s'appelle GJB2 Mm. et qui est, en l'occurrence, la première cause de perte auditive d'origine génétique. Ok. Donc, pour vous donner un ordre d'idée par rapport à l'autre indication, JGB2, c'est 10 à 15 fois le nombre de patients qui souffrent donc de cette mutation Ouais. du gène JGB2 est environ 10 à 15 fois supérieur au nombre de patients qu'on trouvait dans la maladie Ottof ou otoferline. Donc ça représente environ 300 000 patients aux États-Unis D'accord. et en Europe, pardon, excusez-moi. Donc un marché déjà beaucoup plus important. Ouais. Un marché beaucoup plus important, auquel d'ailleurs on n'est pas les seuls à croire. Il y Ouais. a aussi un petit peu de compétition. En revanche, je pense qu'ici on est beaucoup plus avancé que les autres. Et même des grosses sociétés comme Sanofi, qui ont investi 20 millions d'euros dans l'entreprise chez Sensorion en janvier dernier. Donc je pense que c'est un signal fort et qu'on est peut-être là, après une preuve du concept Mhm. dans la première indication OTOF, on arrive dans une indication qui va pouvoir traiter plus de patients. Pardon. Bon, vous avez obtenu le fast track de l'ANSM en France. Il y a des dépôts au Canada. Vous visez les États-Unis et l'Australie d'ici la fin de l'année, si j'ai bien lu ce que vous avez écrit dans le communiqué de presse. En gros, maintenant, pour les gens qui nous regardent, quelles sont les prochaines grandes étapes qui vont arriver sur le calendrier pour cet actif, qui est encore en préclinique, il faut le préciser. Tout à fait. Alors, c'est en préclinique, mais c'est en préclinique Avancé. à l'aube clinique, Ouais, je dirais. ouais. Donc, et encore plus proche qu'on aurait pu l'imaginer il y a quelques temps, puisqu'on a eu cette désignation Fast Track, Mm. qui est relativement nouvelle, et qui permet en France de réduire significativement, pardon, Mm. les délais d'évaluation par rapport au processus standard des médicaments de thérapie génique. On passe d'environ 6 mois à 90 jours. Donc, on anticipe un retour des autorités réglementaires françaises après l'été, à la rentrée. D'accord. Euh, on a aussi en place tous les sites d'investigation qu'on a utilisés dans l'étude précédente. Mhm. Et je pense que ça va aussi nous permettre d'accélérer l'exécution de la mise en place de l'étude et l'exécution, et donc d'accélérer la cadence. Alors, bien sûr, c'est régi par les autorités réglementaires. Mm. Et ensuite, pour revenir à votre question, donc le CTA a été filé en France et au Canada. On pense déposer, pardon, Oui. excusez-moi, déposer ce qui s'appelle l'IND, c'est la demande d'autorisation auprès de la FDA aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Et ce timing nous permettra d'inclure les patients dans l'essai en début d'année 2027 et Mhm. donc aussi de générer les premières données, qu'elles soient de safety et j'espère de safety, démontrer l'innocuité du Oui, produit oui. et aussi démontrer l'efficacité du produit en 2027. Bon, l'efficacité, l'innocuité du produit en 2027, une trésorerie qui, elle, est étendue jusqu'à la fin de cette année 2027, qui vous permet théoriquement d'aller jusqu'à ces premières données. Est-ce que ça signifie qu'à ce stade, vous excluez un financement avant ces premières données, ou est-ce qu'il faut toujours avoir un coup d'avance quand on est dirigeant de biotech et malgré tout, vous réfléchissez déjà à des lignes de financement additionnelles? Alors, il faut toujours avoir un coup d'avance quand on est dirigeant d'une société de biotechnologie, Oui. et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ceci étant, je dirais qu'il n'y a pas d'urgence. On a plus de 18 mois Mm. de financement, de trésorerie devant nous. Et je pense que pour générer plus de trésorerie, il faut montrer une bonne exécution. Mm. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le lancement de l'étude IRCONEX. Et bien entendu, enfin, on ferme aucune option, comme toute société de biotechnologie. Oui. On est amené à lever de l'argent quand le besoin se fait sentir et surtout quand on pense que l'opportunité est favorable. On rend l'opportunité favorable en démontrant au marché qu'on est une société et une équipe qui sait mettre en route Mm. ce type de développement et avec des données cliniques qu'on espère positives. Donc, maintenant, le dernier point peut-être, c'est que je pense qu'il faut noter que Sensorion, Mm. pour une société française, et peut-être même par rapport à beaucoup de sociétés américaines que je connais, a la chance de disposer du soutien parmi les plus grands investisseurs internationaux dans la biotech, beaucoup d'Américains, Mm. qui partagent pleinement notre stratégie, la décision qui a été prise hier, mais aussi s'engagent à nous supporter sur l'étude 601.
Bon, très clair sur cette réponse. Le marché a sanctionné l'annonce en bourse, sans doute parce qu'il a vu effectivement l'abandon à très court terme de 100-501, avant de valoriser encore les promesses de 100-601. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, un actionnaire notamment particulier, qui se demande finalement si Sensorion ne vient pas de détruire de la valeur à court terme pour en recréer à plus long terme? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, d'abord, je veux dire, enfin, c'est la première chose qu'il faut dire, je pense, c'est que l'étude précédente, Mm, Audiogène, mm. n'est pas un échec clinique. Oui, Ok, c'est une décision important. stratégique. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu reculer pour mieux sauter. On sort d'une maladie où on était peut-être le troisième ou le quatrième acteur mondial. Enfin, Regeneron a eu l'approbation et L'approbation, peut oui. donc son produit aux États-Unis et vraisemblablement en Europe. Mm. On est, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus on a une position de leadership plus forte sur JJB2 ou GGB2, Mhm. GGB2, pardon. Et donc, ok, il se passe effectivement un moment où on a l'impression qu'il y a un peu de destruction de valeur. En fait, ce que je pense, c'est qu'on a bien réorienté nos ressources et qu'on va pouvoir, encore une fois, accélérer sur un marché qui est environ 10 fois plus grand. Et j'espère être dans la position de Régénéron demain, enfin la position de Régénéron aujourd'hui, pardon, sur JJB2 dans quelques années. Qu'est-ce qui viendra, Fred, de valider le fait que ce virage stratégique était le bon d'ici 12-18 mois? C'est quoi? C'est l'exécution, le fait que voilà, vous allez être capable de sortir des premières données chez l'homme en 2027, d'efficacité, d'innocuité positive. C'est ça pour vous le premier véritable marqueur à réussir? Ouais, je pense que c'est le marqueur à réussir. Ouais. Je dis souvent, et j'ai souvent pu constater dans ma carrière, il n'y a pas beaucoup d'essais cliniques avec une mauvaise exécution qui donnent de bons résultats cliniques. Hmm. Je pense que l'exécution, c'est le minimum, et c'est là-dessus qu'on va se pencher. Une fois, après, la biologie étant la biologie, on a fait tout ce qu'il fallait faire en préclinique pour garantir les meilleurs résultats cliniques, mais il arrive de temps en temps que les choses ne se passent pas exactement comme vous le voulez quand vous passez de l'animal à l'homme. Mhm. Et puis, il y a une autre question, je pense, qui peut se poser chez certains actionnaires, puisqu'on a un autre asset, enfin un autre Actif, un produit, produit, oui, bien programme, sûr. merci, et qu'on oublie de temps en temps dans notre portfolio, qui s'appelle Sens 401. C'est une Mhm. petite molécule sur plusieurs indications pour lesquelles on a des data cliniques qui me semblent très intéressants. Et là aussi, je pense qu'on peut créer de la valeur, peut-être pas seul, mais peut-être en trouvant un partenaire qui va nous aider à avancer ce programme plus avant. Et voilà, les explications sur le virage stratégique, le recentrage de Sensorion, de son nouveau directeur général, Fred Chéreau, depuis Boston. Merci beaucoup, Fred, pour ces explications. Merci Laurent. Voilà, c'est fini pour ce journal des biotech, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.